Leaders. Sirmei Chameri, être décoré de l'Ordre de la République un 10 décembre et par Béji Qaïs Sebsi. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente d'abord le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, et 70e anniversaire de cette journée mondiale des droits de l'homme. Ça représente la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux pactes et traités afférents aux droits humains qui sont venus après la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un ensemble de textes de référence essentiels pour consolider l'action en faveur des droits de l'homme et l'action des militants défenseurs des droits de l'homme. Et donc c'est une date importante. Sans fétichisme, c'est une date importante. Alors, vous me dites la République et Sidi Béji. Moi, je pense que j'ai été honoré par la République. Et je suis de ceux qui croient beaucoup en la République. J'ai d'ailleurs collaboré récemment à un livre intitulé « Vive la République ». Tout à fait. Sous la conduite de Kamel Jendoubi. Voilà, sous la direction de Kamel Jendoubi. Oui. Il reste que les festivités ou les commémorations ne suffisent pas. Il y a deux éléments qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que les commémorations doivent être suivies des faits au quotidien, allant dans le sens du respect des textes de référence. Hein? Quand on parle de la torture, par exemple, il faut en même temps militer dans le cadre des structures multilatérales des Nations Unies contre la torture, mais en même temps s'efforcer d'éradiquer, si possible, mais en tout cas de limiter les effets et les agissements qui vont dans le sens du maintien du système de torture. Et ça n'est pas une chose facile. Ça, c'est un premier élément. Oui. Deuxième élément, il ne suffit pas de se réclamer de ces textes de référence et de les mettre en avant. Encore faut-il s'insurger ou être très vigilant en ce qui concerne l'idée, concernant la notion d'universalité. Il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de gouvernements qui mettent en avant leur attachement aux droits de l'homme, mais qui mettent en avant aussi la spécificité de leur pays ou de leur culture pour contrecarrer les effets de ces textes de référence. On vient de voir cette régression dans certains pays européens. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On le voit bien, le tollé actuel concernant le pacte sur l'immigration est inadmissible. Bon, ça rentre dans ce cadre-là. Les gens qui essayent, sous couvert de fidélité à l'islam, par exemple, de remettre en cause, dans les faits, la référence aux droits humains et aux documents fondamentaux, aux références fondamentales des droits de l'homme, procèdent de la même démarche. Donc il faut, faire en sorte que, ici et maintenant, les éléments en question soient respectés, soient mis en œuvre, et deux, il faut à tout prix éviter de tomber dans le panneau de la mise en avant de la question de la spécificité. Tout à fait. Donc, 10 décembre, 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 10 décembre, c'est la République qui vous honore. 10 décembre, vous avez retrouvé un compagnon de longue date à Carthage. Oui, d'une certaine manière. Il me l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit au moment où il m'a décoré. Il m'a dit, je sais combien vous avez subi, souffert, été torturé, etc. Il le savait, il était bien placé pour le savoir. Et je dois dire que moi, à partir des années, à la fin des années 80, le début des années 90, j'ai eu des rapports épisodiques de temps en autre avec Sidi Béji, et je pense qu'il a eu le mérite d'éviter de trop s'engager à l'époque, hein, dans le système Ben Ali. Il aurait pu, même si Ben Ali se méfiait un peu de lui, il aurait pu effectivement continuer sa carrière dans le cadre
ne serait-ce que des affaires étrangères, parce que c'est un très bon diplomate. Il ne l'a pas fait et c'est tant mieux. Bon, maintenant, la situation actuelle, c'est un autre débat. Tout à fait. Et vous avez dit que vous avez beaucoup souffert. Pourquoi vous avez refusé de siéger au sein de l'instance Vérité-Dignité? Il y a deux choses. La première, c'est que, personnellement, je suis contre le fait que des gens comme moi, c'est-à-dire à un certain niveau, même si on nage pas dans l'aisance matérielle, réclament réparation. Des réparations. D'ailleurs, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas déposé de dossier, vous n'avez pas réclamé réparation. En tout état de cause, moi, je suis pour la limitation des réparations aux gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de faire face, des familles, des régions entières, où il faut donner la priorité aux plus déshérités, aux plus... Vous avez gardé en mémoire cette image du jeune incorporé pendant le service national dans ce petit village du nord-ouest, Galia, où les enfants pauvres du voisinage viennent avec des petits seaux des boîtes de tomates, oui, récupérer le reste de la soupe des soldats. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez gardé cette image en tête et aujourd'hui vous dites par décence, par il y a des priorités. Si abnégation. Il y a des priorités. Oui. La priorité doit être donnée aux victimes des atteintes systématiques aux droits de l'homme qui sont, non pas dans le dénuement, mais qui sont dans le besoin. Tout à fait. Le besoin. Deuxièmement, pour ce qui est de l'instance, personnellement, j'en parle pas a posteriori, mais sincèrement, j'ai été très réticent sur certains points de la loi. Elle-même. La justice transitionnelle, de la loi elle-même. Oui. Je pense qu'elle a été conçue dans un esprit de surenchère, à un moment donné, et que, à l'époque, c'était Samuel Dilo, qui était ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a pris en charge la préparation de ce texte de référence important. Mais malgré ça, j'ai dit, il vaut mieux ça que rien du tout. Oui. Et de l'intérieur, on pourra peut-être limiter, changer les choses. Et malheureusement, j'ai découvert que les choses sont très mal parties dès le départ. Sur les 15 membres qui ont été choisis, qui ont été cooptés, et puis élus, sur les 15, 9 appartiennent ou sont sympathisants de Nahda et du CPR. Et je pense que c'est une proportion qui reflète une certaine réalité politicienne de l'époque, mais qui n'est pas conforme à ce que je peux attendre personnellement d'une instance ce genre. Vous l'aviez déjà anticipé? Oui, non, mais je m'en suis rendu compte. On a fait des rencontres pour se connaître et on essaie de savoir qui est qui. On n'avait pas démarré, c'est pas encore la première réunion. Tout à fait, oui. Et j'ai découvert à ce moment-là cette répartition partisane et le caractère partisan qu'allait prendre ce débat. À ça s'est ajouté le fait que personnellement, je pense que la présidente qui a été choisie par Nahda, il faut faire très clair, et j'en ai la confirmation, n'était pas la personne la plus indiquée. Dans d'autres pays où il y a eu ce processus, oui, on a choisi des gens, comme Delis Ben Zekri, comme Edmond Toutou, des gens qui avaient un profil plus consensuel. Et ça, c'est important. On ne peut pas être dans le clivage systématique et dans les prises de position systématiques et en même temps vouloir s'engager dans cette voie. Khmei Chameri, parmi les images que ceux qui sont de votre génération gardent en tête, cette fameuse réunion à la maison Tunisie en 1964, ce grand débat avec Ahmed Ben Salah. Il y avait qui avec vous ce jour-là, parmi les jeunes étudiants à l'époque? Pas mal de gens. Le groupe Perspective, les fondateurs du groupe Perspective naissant, oui, dont Mohamed Sharfi, oui, Rachid Slim, etc. C'est-à-dire des gens qui ont construit ensuite Perspective. Et puis ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était pas très méchant, je veux dire, c'était à la manière d'un jeune de l'époque, etc. Et je sais que l'intéressé, c'est ça là, m'en a beaucoup voulu à la suite de ça, parce qu'il a trouvé que c'était excessif, etc. Mais c'est dans les mois qui ont suivi
que s'est constituée perspective. Et ce n'est pas le fait du hasard. Oui. De votre emprisonnement à Bojj-el-Roumi, qu'est-ce que vous gardez le plus aujourd'hui? Des situations difficiles. Des situations difficiles. La cohabitation n'était pas chose aisée. Les clivages politiques ont joué, parce qu'à l'époque, on était sur une frange des détenus qui étaient sur des positions ultra. Vous aviez quel âge à l'époque? Je devais avoir 68, donc 25 ans, 26 ans. Et qui était avec vous en prison? Ah bon? Oui. Ça dépend des périodes. Il y a eu une période où on était en cellulaire, en quartier cellulaire à Tunis, à la prison civile de Tunis, et j'ai eu comme camarade de cellule Rachid Chebbi, Oui. qui a joué, sans le vouloir, un rôle important parce que ça m'a permis de faire une plaidoirie en arabe absolument extraordinaire, parce qu'il m'a aidé à la mettre en forme, hein, à la veille du procès. Et puis ensuite, on a été un certain nombre de gens. On était répartis entre ceux qui avaient 10 ans, condamnation de 10 ans d'avantage, plus, 11 personnes qui étaient à part, et ceux qui étaient entre 1 et 3 ans. Très bien. Hein? Bon. Mais parmi les souvenirs que je garde aujourd'hui, outre l'épreuve personnelle et les relations avec... Vous en gardez aujourd'hui les séquelles? Mes camarades, oui. Les séquelles, c'est venu à la présence civile de Tunis. C'était une autre occasion. Sou Ben Ali. Oui. Parce que vous êtes un récidiviste. Oui. Mais ce que je garde comme souvenir, ça a été le fameux jour où l'agent Corveillard, hein, qui était de Corvée, s'appelait Hamma, est venu nous dire ils vont faire monter les gens du complot. Et donc on s'est arrangé pour monter sur les épaules des uns des autres et pour voir ce qui se passait. Et les gens du complot, on les a montés à ce moment-là, ils étaient dans la cave. Oui. Ils étaient d'abord à Anqojmel. Correct. Terrible, Anqojmel, oui. Parce que c'était... Après, c'est devenu un truc, une champignonnière, tellement l'humidité, dans l'obscurité. Et là, dans la cave, ils sont remontés. Ils ne pouvaient pas faire face à la lumière du jour. Tu es obligé de cacher leurs yeux parce qu'ils ne pouvaient pas affronter la lumière du jour quand ils sont remontés. C'est terrible. Il y avait parmi eux un certain Matri, dont on connaît l'évolution par la suite. Tout à fait. Deuxième épreuve de prison sous Ben Ali, c'était début des années 80. Oui. Non, c'était d'abord Ben Ali au ministère de l'Intérieur. Oui. Hein, 90, pardon. Oui, avant. Donc c'était 80, il y a eu 86, 87. Oui. 86, 86, et il y a eu 95, 96. Tout à fait. Voilà. Leaders.